Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La sortie médiatique du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey relativement à l'affaire du ministère de la Défense nationale est fortement appréciée par les acteurs de la société civile nigérienne indépendante. Ainsi, pour El Haj Idi Abdou, la qualification des faits par le parquet comme pénal répond aux attentes de la société civile qui réclamait depuis l'ouverture d'une information judiciaire relativement à cette affaire. On l'écoute. Un communiqué de la société civile disait d'ouvrir l'information judiciaire, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction par rapport à l'affaire. Maintenant, c'est fait, parce que maintenant, on ouvre l'information judiciaire suite à cette enquête préliminaire. Et effectivement, cette information judiciaire est ouverte contre les personnes citées et leurs complices pour atteinte à la liberté d'accès à l'égalité des candidats devant les marchés publics et les délégations de services publics, pour faux et usage de faux en écriture publique et de commerce, pour enrichissement illicite, pour complicité. Donc, maintenant, il appartient au juge d'instruction saisi de mener ces investigations qui pourraient l'amener à requalifier les choses. Parce que les qualifications pénales du parquet ont deux objectifs. D'abord, c'est indicatif. Deuxièmement, c'est à partir de ces qualifications-là qu'on verra s'il y a lieu d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une information judiciaire. Et les faits, effectivement, suite à l'enquête préliminaire, sont susceptibles, comme le communiqué l'avait souligné, de qualification pénale. Vous vous souvenez, la société civile parlait de saisir, de transmettre l'affaire à un juge dont l'intégrité ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce que, évidemment, cette affaire, c'est une affaire qui a mis en boule tout le peuple nigérien. C'est une affaire qui a des conséquences inacceptables. Et effectivement, l'attention de tous les citoyens, toute l'opinion se focalise évidemment sur la suite qui sera donnée cette fois-ci par la justice dès lors que un juge est saisi, c'est-à-dire il y a eu ouverture d'informations judiciaires et que on espère que la justice fera en sorte que quand même des fonctionnaires de l'État avec des fournisseurs ne peuvent pas se mettre ensemble pour effectivement griger l'État du Niger, un État déjà pauvre. On espère évidemment parce que ça ce n'est qu'indication, le juge, il appartient au juge de requalifier les faits, il peut les requalifier. Donc maintenant que l'information judiciaire est ouverte, je pense que c'est le lieu de rappeler le communiqué du Saman qui rappelait à ses militants leur serment. Et effectivement, dès lors que l'information est ouverte, pour le moment, nous, ce que nous avons à dire, effectivement, c'est évidemment de rappeler aux magistrats, surtout aux juges qui seront saisis, son serment. Comme on dit, la justice est rendue au nom du peuple et qu'elle soit rendue au nom du peuple. Également, ce point de presse du parquet relativement à l'affaire du ministère de la Défense nationale a fait réagir les citoyens nigériens dont je vous invite à suivre. Nous estimons que les coupables dans cette affaire des MDN seront transmis à la justice pour être jugés, rançonnés mais aussi condamnés à des peines. J'estime qu'ils ont l'obligation morale devant le peuple d'assumer cette responsabilité-là qui consiste à poursuivre ces personnes qui ont été citées dans des rapports. Nous estimons que c'est à la justice de faire les vraies investigations.
Parce que dans le rapport, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être considérées comme des personnes ayant détourné des fonds. Mais aussi, il peut y avoir des personnes qui ont réellement détourné, tout comme il peut y avoir d'autres personnes qui n'ont pas été citées dans le rapport qui peuvent intervenir par la suite. Aujourd'hui, si on veut appliquer cette affaire, il faut une pratique. On prend les bâtons et on débarque les gens. Donc je pense que le président de la République doit écarter les sentiments. Ces gens qui sont avec lui doivent être vraiment débarqués. On doit vraiment les faire sentir aujourd'hui. Quand vous prenez cette affaire-là, vraiment, je pense qu'on doit revenir. Il y a la gestion du Kadijou, il y a la gestion des Hassoumi, il y a la gestion des Kalamotari, jusqu'à là, Issou Katambi qui est en train de gérer. Donc je pense qu'il doit commencer à débarquer les acteurs. Quand je parle des acteurs, ce sont les ministres qui avaient géré les ministères. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Et que les auteurs, les co-auteurs et les complices qui sont impliqués dans cette affaire du détournement du ministère de la Défense, en tout cas, soient jugés et transmis, en tout cas, à la justice nigérienne. D'abord, ce qu'il faut comprendre, beaucoup de nos soldats, de nos vaillants soldats sont tombés sur les champs d'honneur. Et dans le rapport qui a été publié sur les réseaux sociaux, malgré eux, on a constaté qu'on parle de ceux qui ont même livré des armes défectueuses à nos forces de défense et de sécurité. Alors je me demande, quelqu'un qui a cette manière de voir les choses jusqu'à pouvoir livrer des armes défectueuses à nos forces de défense et de sécurité, et ces gens-là, ils sont là tranquilles, et qu'on nous parle du jour au lendemain, les gens sont en train de diminuer ce qu'ils ont volé à l'État nigérien. Et ce qu'il faut comprendre à ce niveau, et que le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il n'est jamais trop tard. Au Niger, il y a eu beaucoup de guettes. Mais cette histoire du ministère de la Défense fait partir en tout cas des guettes qui ont beaucoup plus bouleversé les Nigériens. C'est une nécessité. C'est même une obligation pour en tout cas le procureur de se donner à fond pour que la réalité puisse en tout cas sortir, pour que le peuple voit exactement ceux-là, les inconséquents-là, qui se font de l'argent au dos, en tout cas sinon sur la vie des Nigériens que nous voyons. Je dirais tout simplement que la justice doit faire son travail. Et le procureur doit s'assumer. Tout celui qui prend le bien de l'État doit en tout cas répondre de ses faits conformément au texte et à la constitution que le peuple nigérien s'est librement donné. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, a rendu public cet après-midi une déclaration à son siège. Objet de cette déclaration, fustiger la situation socio-académique qui prévaut au Niger. Le résumé de cette déclaration avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. L'agitation dans laquelle végètent les enseignants, la détérioration de l'école publique nigérienne, mais également l'arrestation des acteurs de la société civile et le détournement au niveau du ministère de la Défense nationale, telles sont entre autres raisons de cette sortie médiatique du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base, SINASEB, qui condamne le ministre en charge de l'éducation d'avoir exposé les élèves et leurs enseignants au coronavirus, tout en les laissant également à la merci des intempéries dans des salles de classe inappropriées, avec tous les risques qui s'y trouvent dans cette période hivernale. Pendant que certaines prévisions météorologiques annoncent une possibilité de fortes précipitations pluviométriques. 2. Rendre le gouvernement seul et unique responsable de la dégradation du niveau scolaire des élèves causée par le seul but de vouloir valider, vaille que vaille, l'année scolaire 2019-2020 en dépit des insuffisances imminentes constatées par tous. 3. Exige le respect strict des engagements pris dans divers protocoles d'accord, la réhabilitation sans délai des enseignants contractuels résiliés pour avoir exécuté le mot d'ordre des syndicats en 2017 dans le cadre de l'évaluation controversée des enseignants créés. 4. Condamne avec la dernière énergie les coupures constatées sur les pécules, les indemnités de direction et autres suspendues sans raison, ainsi que les retards dans le paiement des pécules. L'arrêt brusque des recrutements à la fonction publique, le blocage des avancements des enseignants, etc. et bien d'autres points inscrits sur la plateforme revendicative du SINASEB. Le SINASEB exige également la libération sans condition du camarade secrétaire général Halidou Mankela et ses co-détenus injustement privés de liberté, ainsi que l'ensemble des activistes et défenseurs des droits humains arrêtés et incarcérés un peu partout au Niger.
6. Reste unis et solidaires aux camarades du secrétaire général Halidou Moukele et ses camarades d'Infortune, ainsi qu'à leurs familles respectives dans cette épreuve douloureuse qui leur est imposée par un régime tyrannique, démagogique, sans foi ni loi. 7. Demande à l'ensemble des militants et sympathisants du Grand Sinaseb, ainsi que l'ensemble des enseignantes et enseignants du Niger en général, de prendre toutes les dispositions utiles pour être en possession de leur carte d'électeur en vue de se préparer pour les consultations électorales à venir. Car l'heure de la correction a sonné. De rester mobilisés pour la réparation du tort et des préjudices causés à l'endroit de l'enseignant, de l'école et du peuple nigérien en général. 8. Demeure enfin plus que jamais déterminé et engagé pour la défense des intérêts matériels et moraux des militants et de l'ensemble des enseignants du Niger aux côtés des autres forces syndicales. Le SINASEB est soutenu dans ce combat par la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique qui a tenu à marquer de sa présence à cette déclaration. Une autre déclaration rendue publique ce jour, c'est celle des enseignants de l'école de mines, d'industrie et de la géologie EMIG. Une déclaration relative à l'amélioration de leurs conditions de travail. Le résumé avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Après la grève du 16 et 17 juin dernier pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail, les enseignants de l'école des mines, de l'industrie et de géologie durcissent le ton à travers cette présente déclaration. Depuis 3 ans, avoir son salaire à terme échu à l'EMIG est toujours hypothétique. Et tous les autres droits statutaires ne sont purement et simplement pas payés. À ce jour, les arriérés de frais de soutenance, mémoire et rapport de stage, frais de cours complémentaires, frais de vacation s'élèvent à une somme considérable au titre des années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. À cela s'ajoutent plusieurs années d'impayés de frais médicaux. Notons que malgré cette situation difficile, les enseignants et le personnel de l'EMIG continue à préserver le label Excellence de cette école. En atteste la 2e place occupée par les étudiants de l'EMIG au plan mondial à un concours dénommé Vinci Construction. À ce jour, l'EMIG est la seule institution sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur traversant cette situation de précarité financière. Et ce, compte tenu des impayés au niveau de l'ANAB au titre des frais de formation des élèves. Face à cette situation, et au moment où c'est le budget programme à l'ordre du jour, il relève de la mauvaise gestion que ces arriérés se soient accumulés et qu'il n'y ait aucun planning en vue de leur paiement. C'est pourquoi, après toute démarche, ces enseignants décident de l'arrêt de toutes les activités académiques pour une durée de 72 heures à compter de ce jour, mercredi 24 juin 2020, renouvelable jusqu'à ce que tous les arriérés soient régularisés. Nous interpellons le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour résoudre la situation de l'EMIG qui n'a que trop duré. Enfin, les enseignants de l'EMIG rendent seuls responsables la direction de l'EMIG de tout ce qui adviendra et restent ouverts à tout dialogue constructif. Le bureau exécutif national de la CNT était hier dans la région de Tillabéri, plus précisément à la maison d'arrêt de Daïkaina pour une opération de don. Un don qui vise à prémunir la population carcérale de cette localité située à 100 km à l'ouest de Niamey contre la maladie à coronavirus. Le compte-rendu est signé Bouli Adamou Ité. Un dimanche, pas du tout repos pour le bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail.
Tôt le matin, Sako Mamadou et son équipe ont pris la route direction d'Aïkaina, à 113 km de Niamey, dans la région de Tillabéri. Ici, ils sont venus mettre à la disposition des populations carcérales de la prison de Daïkaina un lot de 500 bavettes et des cartons de savon pour le lavage des mains, une façon de les protéger contre la maladie à coronavirus. L'objet de cette visite, c'est notre combat quotidien contre la pandémie de Covid-19. Nous menons des campagnes de sensibilisation sur les mesures de prévention et nous avons pensé aujourd'hui à la population carcérale de Daïkaina pour leur faire un don de bavettes et de savon, n'est-ce pas, pour que les gens puissent se prémunir par rapport à cette pandémie de Covid-19. La CNT a fait plusieurs gestes au niveau de l'économie informelle, au niveau des marchés, par le comité des jeunes, le comité des femmes. Nous avons dit qu'il y a une population également vulnérable, qui est la population carcérale. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire ce geste aux détenus de Daïkaina, qui ont, au demeurant, bien apprécié le geste. Nous allons continuer et nous leur demandons d'observer toujours les mesures de prévention. Un don réceptionné à sa juste valeur par le représentant des détenus devant les responsables de la prison. Car depuis le déclenchement de la maladie au Niger, la CNT fait partie des rares institutions ayant pensé à la prison de Daïkaina. Bon, tout d'abord, je remercie la CNT d'avoir pensé à nous, parce que c'est le moment opportun. Nous fait le complément. Donc, au nom de tous les détenus de Daïkaina, je vous remercie et que ça sera utilisé en bonne séance. Le travail décent et l'employabilité des jeunes sont là 2 points essentiels pour la Confédération nigérienne du travail. C'est pourquoi le BEN CNT en a profité pour visiter et saluer les initiatives mises en place au niveau de la maison d'arrêt de Daïkaina. Des initiatives comme la couture, la menuiserie bois, menuiserie métallique ou encore le jardinage. Des formations professionnelles qui permettront une meilleure réinsertion sociale des détenus après leur séjour à la prison que la CNT a promis d'accompagner à travers la promotion des produits qui sont la preuve que ces détenus n'ont pas vécu inutilement en prison. Une forte pluie tombée dans la nuit du 23 au 24 juin 2020 à Niamey a provoqué une inondation dans l'école franco-arabe Madina, une situation qui ne laisse pas indifférents les parents d'élèves. Dans ce reportage signé Nafissa Zakou et Halidou Bourema. Depuis plusieurs années, l'école franco-arabe Madina dans l'arrondissement communal Niamey 3 fait face à un problème d'inondation, surtout en période d'hivernage. Ainsi, en ce début de saison pluvieuse, cette école est encore confrontée à ce même problème, ce qui du coup contraint les enseignants dans l'impossibilité de dispenser les cours dans ces conditions, de libérer les élèves jusqu'à l'évacuation des eaux. Une situation que déplore l'association des parents d'élèves de l'arrondissement communal Niamey 3. La situation, ça fait longtemps, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis la création de cette école, vous savez, ici, on est dans une sorte de bas-fond. C'est que tous les eaux de ruissellement qui quittent comment on appelle ça, du CG8, en passant par le quartier d'Angao, passent par là, ce qui fait que pour aller dans le caniveau de Katako. Donc, ici, quand ils ont fait le goudron, il y a eu normalement le caniveau qui devrait faire évacuer l'eau. Donc c'est restreint. Donc du coup, l'eau n'arrive pas à couler et ça rentre dans l'école. Et à un moment donné, ils ont construit un mur et le mur a cédé. L'année passée, le mur a cédé. Ce qui fait que chaque année, vous voyez dans quelle situation se trouve l'école. Et presque ils sont en vacances. Parce que les 2 semaines qui restent, je ne sais pas dans quelles conditions ils vont quand même enseigner. Donc malheureusement, cette responsabilité, nous l'imputons quand même à la communauté urbaine. Ils connaissent la situation de cette école. Ce n'est pas aujourd'hui que ça ne date pas d'aujourd'hui. De tout temps, l'école Bandabari a ce problème. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas une sortie. Le ministère en charge de la question qui s'occupe de l'école ne va rien parce qu'ils ne viennent même pas pour voir. Donc vraiment, je pense qu'il est temps
de trouver une solution cruciale à cette école. On ne peut pas quand même chaque année qu'il y a inondation et avant même la fin de l'école de marché, on coupe et les enfants sont obligés d'aller en vacances forcées. Donc c'est vraiment dommage, c'est regrettable quand même pour la situation dans laquelle se trouve cette école. Les parents d'élèves lancent un appel aux autorités pour mettre fin à ce problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Si l'État ne peut pas faire, qu'il y ait des bonnes volontés qui vont vraiment reprendre le mur. Parce que de l'autre côté, derrière les classes, il y a le mur à céder. Donc quand le mur cède, tout ce qui est haut de ruissellement rentre dans l'école. Donc vraiment, si la communauté urbaine peut venir pour essayer de reprendre le mur, cette fois-ci, avec vraiment un mur qui ne va pas céder, ce serait une bonne chose. Mais sincèrement, parce que chaque année à la rentrée, il faut voir ce que les gens balayent pour enlever dans l'eau. Tout ce qui est haut de ruissellement qui passe ici rentre dans l'école. Et vraiment, l'école n'est pas dans une situation acceptable. Et c'est très dommage. Alors, chères autorités municipaux, il revient à vous de redoubler d'efforts pour rendre propre cet établissement afin que les élèves de cette école puissent terminer l'année scolaire 2019-2020 en beauté. Notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire, elle porte cette semaine sur le thème « Les fins de non-recevoir », un thème développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. En réalité, ce qu'on appelle des moyens de forme qu'un plaideur, en tout cas, oppose à son contradicteur. Il s'agit de tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable à sa demande sans examen au fond. Dans le cas de la procédure judiciaire, il y a ce qu'on appelle les moyens de forme et les moyens de fond. Et une personne a un procès peut perdre le procès sans pour autant qu'on examine le fond même du dossier. Il peut perdre le procès juste en la forme, tout simplement parce qu'il y a une fin de non-recevoir qui a été soulevée. Et donc la fin de non-recevoir tend en réalité à faire débouter votre adversaire juste à la forme sans pour autant que le juge n'aille au fond même du dossier. Parmi les fins de non-recevoir, il y a par exemple cette question de défaut de qualité et de défaut d'intérêt. On a l'habitude de dire c'est l'intérêt qui permet à une personne d'agir. Pour pouvoir agir, vous devez également avoir la qualité pour agir. Lorsque vous êtes par exemple dans le cadre d'une société par exemple, la société a une personne qui la représente. C'est cette personne uniquement qui a qualité pour exercer une action en justice au nom et pour le compte de la société. Et donc si une autre personne, par exemple un employé de la société, décide d'exercer une action en justice au nom et pour le compte de la société, il va se poser bien entendu la question de la qualité de cette personne pour agir au nom et pour le compte de la société. Donc si une telle personne agit, vous pouvez soulever cette fin de non-recevoir qui consiste à demander au juge de constater que telle personne qui agit n'a pas la qualité pour agir. C'est juste à la forme. Le juge va apprécier cette fin de non-recevoir. Si elle est fondée, la personne sera déboutée sans qu'on examine même au fond qu'est-ce que la personne est venue chercher devant la juridiction. C'est pour cette raison que lorsque vous voulez intenter une action en justice, vous devez prendre le soin d'examiner ces deux aspects. Est-ce que vous avez qualité pour agir et est-ce que vous avez un intérêt dans le cadre de la procédure? Si vous n'avez pas la qualité pour agir, si vous n'avez pas d'intérêt pour agir, on peut vous opposer bien entendu cette fin de non-recevoir pour demander au juge de déclarer votre demande ou votre action irrecevable. Au-delà de ces deux éléments qui ont été prévus, il y a également des questions de prescription. Aujourd'hui, en matière de vente commerciale, entre deux commerçants, lorsque il y a une obligation
qui découle bien entendu d'une vente commerciale, vous avez un délai de 2 ans pour réclamer votre dû. Si les 2 ans sont expirés et que vous ne réclamez pas en matière de vente commerciale, lorsque vous partez devant la juridiction, on peut vous opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription parce que vous n'avez pas agi dans le délai que la loi vous a donné. Si vous n'agissez pas dans le délai de 2 mois, on constate qu'il y a tout simplement la prescription. Il s'agit d'une fin de non-recevoir. Vous voyez, dans le cadre de la prescription en matière de vente commerciale, le délai de prescription étant de 2 ans, même si la créance est fondée, même si ce que vous réclamez c'est fondé, si vous ne réclamez pas votre dû dans le délai de 2 ans, vous allez tout simplement à la forme perdre le procès. Parce que tout simplement, il y a une fin de non-recevoir qui a été soulevée et qui a trait à la prescription. Il y a également d'autres fins de non-recevoir qui ont été prévues par le Code. Il y a la chose jugée, il y a l'expiration du délai préfixe. Ce qu'il faut retenir, c'est que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf bien entendu pour le juge de condamner à des dommages et intérêts tous ceux qui se sont en tout cas abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt. Donc à tout moment de la procédure, vous pouvez soulever une fin de non-recevoir. Et s'agissant de la fin de non-recevoir, vous n'avez pas besoin de faire la démonstration d'un préjudice. Si vous dites que telle personne n'a pas la qualité ou qu'elle n'a pas intérêt ou qu'il y a prescription, on dit puisqu'il s'agit des fins de non-recevoir, vous n'avez pas, en tout cas, on ne vous demande même pas de prouver le préjudice que vous avez subi. La fin de non-recevoir, on la reçoit, un point, c'est tout. Alors que dans le cadre des autres exceptions, par exemple des nullités et autres, pour qu'on puisse annuler un acte de procédure, par exemple, ou tout autre acte, il faudrait que vous fassiez la démonstration du préjudice que vous subissez du fait, bien entendu, des fausses mentions qui ont été, par exemple, énoncées dans un acte d'huissier, par exemple. Et donc, il s'agit, la fin de non-recevoir peut être relevée d'office, même par le juge, sans même que l'une des parties ne soulève cette fin de non-recevoir. Le juge peut d'office relever des fins de non-recevoir tirées notamment par exemple du défaut d'intérêt. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être également soulevée d'office par le juge. Et donc pour les plaideurs, pour ceux qui ont la perspective de faire des actions en justice ou ceux contre qui des actions en justice sont menées, il faut qu'ils vérifient en tout cas est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de soulever des fins de non-recevoir qui sont tirées bien entendu de cette question des défauts de qualité et des défauts d'intérêt. Lorsque il y a une fin de non-recevoir qui a été reçue, jugée bien fondée par exemple par le tribunal de grande instance, vous avez les voies de recours classiques que la loi a prévues. Vous pouvez faire appel. Donc si c'est le tribunal de grande instance qui déclare votre action irrecevable parce qu'une fin de non-recevoir a été soulevée, vous avez la possibilité de contester la décision, comme nous l'avons rappelé la semaine dernière en ce qui concerne l'appel. Vous pouvez interjeter appel contre la décision devant une juridiction de niveau supérieur qui est la cour d'appel. La cour d'appel va se prononcer, la cour va prendre position en fonction des éléments que chacune des parties présente, en fonction de la règle de droit. La cour peut confirmer la décision du tribunal ou la cour peut annuler. L'un dans l'autre, la décision, l'arrêt qui est rendu par la cour d'appel, vous avez également la possibilité de faire ce qu'on appelle un pouvoir en cassation pour aller devant la cour de cassation qui, elle, va examiner en dernier ressort votre dossier. La décision que la cour rendra, en tout cas, va lier toutes les parties, sauf si la cour casse et annule l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel. Donc, le recours que la personne peut, en tout cas, exercer, c'est l'appel qui part devant la cour d'appel. Après l'appel, vous pouvez aller en cassation, devant la cour de cassation. En dehors de ça, vous n'avez plus, en tout cas, la possibilité d'exercer d'autres voies de recours, sauf bien entendu, puisqu'il s'agit des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou du défaut d'intérêt, la matière, elle reste. Si la personne qui a intérêt ou qui a qualité, vous pouvez approcher la personne, puisque c'est vous qui n'avez pas intérêt ou c'est vous qui n'avez pas qualité. Mais une autre personne peut avoir intérêt, peut avoir qualité.
vous pouvez approcher cette personne-là, puisqu'elle est l'intérêt, la personne peut porter votre cause devant la juridiction.